Je ne peux pas t'amener à Noël. Mon ex vient, et ce sera gênant. Ma petite amie m'a dit ça, juste après que j'ai acheté des cadeaux attentionnés pour ses parents, et que j'ai prévu de la demander en mariage. Alors, je suis parti. Des mois plus tard, elle perd les pédales, parce que je suis avec quelqu'un de mieux. Très bien, Reddit. Cela s'est passé à Noël 2022, et mon meilleur ami a dit que ça vaudrait de l'or sur Reddit. Alors, nous y voilà. Ma copine m'a largué, 3 jours avant Noël. Elle a dit qu'elle amenait son ex, à ma place. Mais ce n'est même pas le pire. Voici comment les choses se sont passées. Moi, un homme de 27 ans, je travaille dans la gestion de projets, pour une entreprise de taille moyenne, ici dans l'Ohio. Je vis dans la même ville depuis l'université, car pourquoi partir, quand on a un emploi décent, dans son propre chez-soi. J'ai aussi un bon pick-up, qui est d'ailleurs entièrement remboursé. Ce n'est pas l'existence la plus excitante, mais je suis stable, et je vis confortablement. Le Silverado a été mon premier vrai achat d'adulte. Je l'ai acheté d'occasion, à un fermier qui l'avait chouchouté, comme son premier-né. L'engin avait 40,000 miles, et un carnet d'entretien impeccable. J'ai passé mon premier week-end à installer un couvre-benne, et à améliorer le système audio, parce que les haut-parleurs d'origine donnaient l'impression d'être sous l'eau. Après une série de relations qui ont fini en catastrophe, parce qu'apparemment, être trop sérieux est pire que d'être un adulte immature, j'avais pratiquement renoncé aux rencontres amoureuses. Je me concentrais sur mon travail, j'allais à la salle de sport, et je restaurais cette Camaro de 1987, que j'avais achetée sur Craigslist. Puis, mon pote Jake a organisé ce barbecue, à l'été 2021, et j'ai rencontré Andrea. Cette fille était tout ce que je pensais vouloir. Professeure d'art plastique à l'école primaire du coin, elle avait ce rire qui pourrait arrêter la circulation, et portait des robes d'été, qui lui allaient parfaitement. Le courant est tout de suite passé. Elle trouvait séduisant le fait que j'ai ma vie en ordre, que je possède des meubles qui ne venaient pas de chez Ikea, et que je puisse organiser un rendez-vous, qui n'impliquait pas de partager une entrée chez Applebee's. Pour une fois, quelqu'un appréciait vraiment ce côté d'adulte responsable, au lieu de qualifier ça d'ennuyeux. Sortir avec Andrea m'a semblé différent, dès le début. Nous parlions de vrais projets d'avenir. Elle avait mentionné vouloir rencontrer ma famille élargie, m'avait posé des questions sur le renouvellement de mon bail, et avait même plaisanté, en disant que j'aurais besoin d'un plus grand endroit, pour quand nous emménagerions ensemble. Elle s'est vraiment montrée enthousiaste à propos du projet de la Camaro, ce qui m'a choqué. La plupart des filles avec qui je sortais levaient les yeux au ciel, quand je parlais de voiture, mais Andrea m'apportait du café, pendant que je travaillais dans le garage, et me posait des questions sur ce que je faisais. Elle m'a même aidé à poncer les taches de rouille sur la carrosserie, en portant cette jolie salopette, qu'elle avait empruntée à sa mère. Ses parents m'ont absolument adoré, dès le premier jour. Son père, Steve, est un pompier à la retraite. Un vrai gars de la vieille école, qui m'a appris comment bien culotter une poêle en fonte, et qui m'a laissé l'aider, à reconstruire le moteur de sa Corvette de 76. Nous passions nos dimanches après-midi à travailler dans son garage, tout en buvant de la Budweiser, et en parlant de tout, du football américain jusqu'aux outils électriques. Ce gars est devenu comme un père pour moi. Le garage de Steve était fondamentalement le paradis de l'automobile, organisé comme un bloc opératoire, avec chaque outil étiqueté, et accroché à sa place. Le type avait fait installer un pont élévateur, pour pouvoir travailler correctement sous les voitures, et un système de compresseur, capable d'alimenter des outils pneumatiques toute la journée. Il avait hérité de la plupart des outils de son père, datant des années 50. Ces pièces lourdes, fabriquées aux États-Unis, qui survivraient probablement à une guerre nucléaire. Il m'apprenait à reconstruire des carburateurs, et à régler des soupapes, tout en partageant des histoires, sur la lutte contre les incendies, et l'éducation des enfants. Sa mère, Grace, me traitait comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Elle me renvoyait toujours chez moi avec des boîtes de restes, m'envoyait par texto des liens vers des articles qu'elle pensait pouvoir m'intéresser, et me demandait mon avis sur tout, de la couleur pour repeindre la chambre d'amis, jusqu'à la tondeuse que Steve devrait acheter. Quand Andrea et moi venions pour dîner, Grace chassait littéralement sa fille, pour pouvoir me montrer son potager de tomates, ou me poser des questions sur mon travail. Grace avait cet immense potager, qu'elle traitait comme une expérience scientifique. Des rangées et des rangées de plantes, parfaitement organisées, avec des tableaux détaillés, pour suivre les taux de croissance, et les dates de récolte.
Elle me testait sur le pH du sol, et sur les systèmes d'irrigation, comme si je révisais pour mes examens finaux. Elle m'emballait de la nourriture à emporter, a commencé à m'apprendre ses techniques de mise en conserve, pour que je puisse préserver les légumes pour l'hiver, et m'a même laissé l'aider à repenser l'agencement de sa serre, en utilisant mes compétences en gestion de projet. Il répétait constamment à Andrea à quel point elle avait de la chance, et que j'étais l'un des bons. Steve faisait des allusions au mariage, et Grace faisait toujours des commentaires, sur la façon dont leurs futurs petits-enfants seraient si bien soignés. J'aimais sincèrement ces gens. En octobre 2022, j'étais prêt à faire ma demande en mariage. J'avais une bague à 7,5 cents, cachée dans mon tiroir à chaussettes. Le plan, c'était le dîner de Noël, chez eux. Faire la demande pendant le dessert, avec les deux familles présentes, puis célébrer. Tout était parfaitement planifié. Arrivé en novembre, j'ai décidé de passer en mode film de Noël à fond. Ma famille a toujours fait les choses en grand pour les fêtes, alors il me semblait naturel, de commencer à planifier tôt. De plus, c'était notre premier Noël en tant que couple sérieux, en route vers les fiançailles. Il fallait que ça marque le coup, non? J'ai commencé à coordonner les emplois du temps, début novembre. J'ai réservé une table dans ce restaurant de grillades, qu'Andrea avait dit vouloir essayer. J'ai acheté un pull vert, parce qu'elle avait dit, que cette couleur m'allait bien. J'ai même planifié le timing pour l'échange des cadeaux, afin que rien ne paraisse précipité. Le restaurant était un endroit appelé The Refinery, dont elle avait parlé, après l'avoir vu sur l'Instagram d'un blogueur culinaire. J'ai réservé pour 19h, la veille de Noël. Un créneau horaire de choix, que j'ai dû appeler 3 fois pour obtenir. J'ai demandé leur meilleure table, avec vue sur les lumières de la ville. Je leur ai dit, que c'était pour une occasion spéciale. Ensuite, je suis passé en mode détective, pour les cadeaux. Pendant le dîner de Thanksgiving, Grace a mentionné le motif de la porcelaine de sa grand-mère, une seule et unique fois. Quelque chose sur le fait, qu'elle aimerait trouver d'autres pièces, pour compléter le service. Il m'a fallu 3 semaines, à écumer les antiquaires, à travers 2 comtés, mais j'ai réussi à dénicher 4 pièces assorties. Steve a mentionné, de manière décontractée, ce livre sur l'histoire des pompiers, pendant un dîner, juste en passant. J'ai passé une autre semaine, à traquer une première édition en ligne. Et pour Andrea, j'avais économisé pendant des mois, pour lui offrir cet ensemble de matériel d'art professionnel, qu'elle n'arrêtait pas de mettre en favori, mais qu'elle ne s'achèterait jamais elle-même. Le coffret Prismacolor premier, avec quelque chose comme 200 crayons et pinceaux différents. Près de $1000, mais voir ses yeux s'illuminer, aurait rendu la dépense valable. J'avais aussi des plans de secours, pour absolument tout. Et s'il neigeait, et que nous ne pouvions pas conduire jusque chez ses parents? Et si le restaurant perdait notre réservation? Et si l'emploi du temps de sa famille changeait? Avec le recul, j'en ai peut-être fait un peu trop. Mais c'est comme ça, que je montre que je tiens aux gens. Je fais attention aux détails. Je retiens les choses. Je planifie à l'avance, pour que rien ne tourne mal. Début décembre, c'est là que les choses ont commencé à dérailler. Le premier signal d'alarme est apparu au début du mois, quand j'ai montré à Andrea les pièces de porcelaine, que j'avais trouvées pour sa mère. J'étais vraiment excité, d'avoir déniché ces pièces introuvables, et je les avais étalées sur la table de ma cuisine, comme une sorte de chasseur de trésors, montrant son butin. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone, et a juste dit « Oh, ouais, c'est sympa ». Comme si je lui avais montré un ticket de caisse, au lieu de quelque chose que j'avais passé des semaines à chercher. Ta mère va devenir folle de joie, quand elle va voir ça, ai-je dit, en essayant d'obtenir une réaction. MHM, continuant toujours à scroller sur Instagram, j'ai laissé couler. Elle a dit que le travail la stressait, avec les réunions parents-professeurs, et les spectacles de fin d'année. Le stress du travail semblait légitime, au début. Enseigner à l'école primaire en décembre, c'est fondamentalement comme essayer de rassembler un troupeau de chats, alors qu'ils sont dopés au sucre d'orge, et à l'excitation de Noël. Elle arrivait après le travail, l'air complètement vidé, se plaignant des parents surprotecteurs, et des délais impossibles pour les spectacles de Noël. Je lui préparais à dîner, et la laissais se défouler sur les absurdités administratives, pendant qu'elle corrigeait des copies, sur la table de ma cuisine. Je me suis dit que cette obsession pour son téléphone, c'était juste sa façon de décompresser. Puis, elle a commencé à parler de Jensen, un vieil ami de l'université,
qui était revenu en ville pour un boulot dans une start-up. Au début, c'était innocent, du genre « Oh, Jensen pense que je devrais voyager plus » ou « Jensen dit que cette ville est trop petite, pour les gens créatifs. » Peu importe. Les gens renouent avec de vieux amis, tout le temps. Mais ensuite, c'est devenu le sujet de toutes nos conversations. Jensen par-ci, Jensen par-là. Jensen pense que je devrais prendre plus de risques, avec mon article. Jensen dit que les petites villes tuent les rêves. Jensen a toutes ces histoires folles, de sa vie à Chicago. Le mec travaillait apparemment pour une entreprise de café prétentieuse, qui vendait des mélanges artisanaux, à des cafés pour hipsters. Le genre de gars qui avait probablement des opinions très arrêtées, sur les techniques de filtration lente, et qui possédait plus de chemises en flanelle, qu'un bûcheron. Andrea n'arrêtait pas de parler de son énergie créative, et du fait qu'il avait voyagé dans au moins 6 pays, avant d'avoir 30 ans. Elle a commencé à faire des commentaires, sur le fait qu'elle n'était jamais allée nulle part, en dehors de l'Ohio. Je ne suis généralement pas du genre jaloux, mais quelque chose clochait. Elle était constamment sur son téléphone, pendant le dîner, me donnant des réponses vagues, quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Elle a commencé à dire qu'elle sortait avec des amis, au lieu d'être précise, sur qui ou où. Quand j'ai essayé de confirmer nos réservations, pour le dîner de Noël, le 15 décembre, elle m'a sorti, peut-être qu'on devrait garder les choses flexibles, cette année. Flexible, comment? Juste moins structuré, plus spontané. Des signaux d'alarme, partout. Mais je me suis dit qu'elle était juste stressée, par les fêtes. Mon Dieu, que j'avais tort. Le 22 décembre, la bombe atomique. C'est 3 jours avant Noël, et je suis dans mon salon, en train de faire les derniers emballages cadeaux. J'ai tout organisé par membres de la famille, comme une sorte de coordinateur logistique de Noël. Les cadeaux de ses parents dans une pile, ceux de ma famille dans une autre, et les siens, bien en évidence devant. C'est à ce moment-là qu'elle entre, avec ce regard sur son visage, le regard du « il faut qu'on parle ». Ça veut dire que quelqu'un est sur le point de lâcher une bombe. Sam, il faut qu'on parle. Je me dis qu'elle veut peut-être ajuster le planning, ou quelque chose comme ça. Peut-être partir 1 heure plus tôt. Peut-être inverser l'ordre de l'échange des cadeaux. Non. Elle s'assoit sur mon canapé, et lâche ça. J'amène Jensen au dîner de Noël, à ta place. Je me suis littéralement arrêté, en plein emballage. Le ruban m'est tombé des mains, comme dans une comédie romantique ringarde. J'ai dû lui demander de répéter, parce que mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce qu'elle venait de dire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je sais que c'est un très mauvais moment, mais Jensen et moi, on a discuté, et... Elle prend une inspiration tremblante. Mon Dieu, je ne sais pas comment dire ça, sans paraître horrible. Eh bien, c'est très bien parti. Et c'est quand même. Les choses entre nous ont semblé si structurées, comme si nous suivions un plan prédéterminé, au lieu de simplement vivre. Avec Jensen, tout semble plus naturel, plus vivant. J'ai posé le cadeau que j'étais en train d'emballer. Ironiquement, c'était le sien. 3 jours avant Noël, après que j'ai passé des mois à planifier ça. Je sais que le timing est cruel. J'ai essayé de trouver le bon moment pour te le dire, mais il n'y en a jamais eu. Sa voix se brise, comme si c'était elle la victime, dans cette histoire. Tu mets tellement d'attention dans tout. Les cadeaux, les réservations, la façon dont tu te souviens de la moindre petite chose, que dit ma famille. Ça devrait me faire sentir aimé, mais au lieu de ça, je me sens prise au piège. Prise au piège, par quelqu'un qui tient à moi. Prise au piège, par quelqu'un qui planifie chaque instant de notre avenir, avant même que je n'ai décidé, à quoi je veux qu'il ressemble. Elle a les larmes aux yeux, maintenant, mais elle continue, comme si elle prononçait un discours répété. Jensen ne fait pas ça. Il vit dans le moment présent. Il me donne l'impression de pouvoir respirer. C'est là qu'elle lâche la vraie bombe nucléaire. Et honnêtement, j'ai vu la boîte de la bague, dans ton tiroir, la semaine dernière. Je sais ce que tu prévois, pour le dîner de Noël. Je suis resté pétrifié. Tu as fouillé dans mes affaires? Je cherchais un chargeur de téléphone, et je l'ai juste vu. Sam, je n'ai que 25 ans. Je suis beaucoup trop jeune, pour me fiancer. Peux-tu imaginer à quel point ça aurait été gênant, si j'avais dû te rejeter, devant nos 2 familles, au dîner?
En fait, je te rends service, là. Je l'ai juste dévisagé. Un service? Oui. Peux-tu imaginer à quel point ça aurait été humiliant pour nous deux? De cette façon, nous pouvons tous les deux sauver la face, et personne n'aura à voir une demande en mariage se faire abattre devant la dinde. C'est vrai. C'est très attentionné de ta part. Elle pleure à chaudes larmes, maintenant. Tu es sarcastique, mais j'essaie sincèrement de ménager tes sentiments. Jensen ne me met pas la pression pour l'avenir. Il veut juste profiter de ce que nous avons en ce moment. Et qu'est-ce qu'on fait des cadeaux, des réservations, de ta famille qui m'attend? Je vais m'occuper de ma famille. Ils comprendront. Et honnêtement, c'est peut-être mieux ainsi. Nous voulons clairement des choses différentes, samedi. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas toute notre vie cartographiée sur une feuille de calcul. Voici la vérité. J'aurais pu me battre pour elle. J'aurais pu lui faire remarquer qu'elle semblait plutôt contente de toute mon organisation, jusqu'à ce que Capitaine Spontanéité n'apparaisse. J'aurais pu la supplier d'attendre après Noël. J'aurais pu lui demander pourquoi elle sabotait tout ce que nous avions construit. Mais honnêtement, quelque chose s'est juste brisé en moi. Un peu comme, quand vous êtes en réunion, que quelqu'un présente une idée terrible, mais que vous êtes assez professionnel, pour ne pas lui dire que c'est un idiot. Je me suis levé, j'ai rassemblé tous les cadeaux que j'avais achetés pour sa famille, en une pile bien ordonnée, et je les ai posés sur la table basse. Donne-les à tes parents. Ils méritent d'avoir des cadeaux de Noël, même si je ne serai pas là, pour les regarder les ouvrir. Elle me regarde comme si j'étais une sorte de robot. Sam, tu rends les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Non, je rends ça exactement aussi difficile que nécessaire. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris son sac de voyage dans mon placard, celui avec ses vêtements de rechange et ses affaires de toilette, et je le lui ai tendu. J'ai ouvert la porte d'entrée, et je l'ai tenue ouverte. Est-ce qu'on peut essayer de rester amis, demande-t-elle, en serrant son sac contre elle. Je l'ai juste regardé. Tu as fait ton choix, Andrea. Je ne vais pas en débattre, ni t'aider à te sentir mieux, de m'avoir entubé. Davantage de pleurs. Mais pas le genre, j'ai fait une erreur. Le genre frustré, parce que, ça ne se passe pas selon mon scénario. Ouais. Eh bien, bienvenue au club. Après son départ, je suis resté assis là, à fixer le vide pendant environ 10 minutes, avant que mon cerveau ne se remette en marche. J'ai appelé mon meilleur ami, Liam, et j'ai juste dit, il faut que je sorte d'ici. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on vient de t'annoncer qu'ils vont faire une autre suite à Matrix. Andrea m'a largué, 3 jours avant Noël, pour Jensen. Un silence de mort. Puis, le connard de la fac, avec le chignon pour homme, qui bosse dans cette start-up de café prétentieuse. Tu te fous littéralement de ma gueule, là? 20 minutes plus tard, je suis à l'appartement de Liam, avec un sac de voyage. Le gars a préparé son installation de jeu, et une glacière remplie de Mountain Dew, comme s'il se préparait pour une sorte d'opération militaire, en mode cellule de crise de rupture. Le Noël chez Liam, meilleur que prévu. Donc, si je comprends bien, dit Liam, tout en lançant Call of Duty. Princesse Spontanéité ne supportait pas de sortir avec un véritable adulte, alors, elle t'a échangé contre un Ryan Gosling de chez Lidl. Elle a dit que j'étais trop structuré, que je planifiais beaucoup trop les choses. Ouais, Dieu nous préserve que quelqu'un se souvienne de son anniversaire, et ne vive pas dans le sous-sol de sa mère, en mangeant des plats surgelés. Liam me tend une manette. Tu lui as parlé de la bague? Elle l'a trouvée, dans mon tiroir. Elle a dit qu'elle me rendait service, en me larguant, avant que je ne puisse faire ma demande. Liam met le jeu en pause, et me fixe simplement. Attends, c'est quoi ce bordel? Tu es sérieux? Ces mots exacts. Frérot, j'ai entendu des trucs délirants dans ma vie, mais là, c'est de la folie niveau Panthéon. Il enlève la pause, et se fait immédiatement descendre, par un gamin de 12 ans. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Tu viens d'esquiver une balle, de la taille de l'étoile de la mort. Imagine si tu avais vraiment épousé quelqu'un, qui pense que se soucier d'elle, est un défaut de caractère. L'appartement de Liam était, en gros, un musée de garçonnière, une énorme télé de 75 pouces fixée au mur,
des chaises de jeu qui semblaient appartenir à des voitures de course, et suffisamment de consoles de jeux pour approvisionner un magasin d'électronique. Sa cuisine se composait d'un micro-ondes, d'un mini-réfrigérateur, et d'une machine à café. Parce que, pourquoi compliquer les choses? Ce mec avait ses priorités en ordre, et aucune honte, à vivre comme un grand enfant, qui payait ses propres factures. Nous avons passé la veille de Noël à jouer, et à manger des roulés à la pizza, tout en balançant des vannes, à des gamins au hasard en ligne. À chaque fois que je commençais à me prendre la tête, à propos de toute cette situation, Liam lâchait un commentaire ridicule sur Andrea, ou faisait une blague, qui me faisait mourir de rire, malgré tout. Tu sais ce qui va être hilarant, a-il dit vers 2 heures du matin, alors que nous nous faisions massacrer, dans un battle royal. Elle va passer Noël, a expliqué à sa famille, pourquoi tu as été remplacé, par un gars dont le plus grand accomplissement, est probablement de gérer un compte Instagram de cure de jus. Ça m'a vraiment fait rire. Son père va le détester. Mec, Steve va dévorer ce hipster prétentieux, tout cru. Je lui donne 2 heures, avant qu'il ne commence à poser des questions à Jensen, sur son plan à 5 ans, juste pour le regarder se tortiller. Le matin de Noël, je me suis quand même réveillé tôt, par habitude. J'ai préparé du café, j'ai fait une longue promenade dans le quartier de Liam, et j'ai appelé mes parents. Ils n'étaient même pas surpris par la rupture. Apparemment, ils avaient des réserves à propos d'Andrea, mais ne voulaient rien dire, tant que j'étais heureux. Elle donnait toujours l'impression de chercher autre chose, a dit ma mère. Comme si, tu n'étais qu'un bouche-trou, en attendant que quelque chose de plus excitant ne se présente. Merci pour l'avertissement, maman. Mon téléphone a commencé à exploser, vers midi, le jour de Noël. D'abord, c'était Andrea. Ma mère n'arrête pas de demander où tu es, et je ne sais pas quoi lui dire. Ensuite, Jensen fait de son mieux, mais il ne comprend pas nos traditions familiales. Le soir venu, le service à thé que tu as offert à ma mère, l'a fait pleurer. Elle a dit que c'était le cadeau le plus attentionné, qu'elle ait jamais reçu. Ses parents ont commencé à m'envoyer des textos directement, vers l'heure du dîner. Steve, Sam, Grace et moi sommes furieux contre Andrea, pour ce qu'elle t'a fait. Tu ne méritais pas ces conneries. Les cadeaux que tu nous as offerts, sont incroyables, et nous avons le cœur brisé, que tu ne sois pas là. Tu seras toujours de la famille, pour nous. Grace m'a envoyé tout un paragraphe. Mon chéri, je ne comprends pas, ce qui a pris à notre fille. Tu es de la famille pour nous, et tu le seras toujours. Ce garçon, Jensen, est impoli et arrogant, et nous avons dit à Andrea, exactement ce que nous pensions, de toute cette situation. Nous t'aimons, et nous sommes tellement désolés. Ils m'ont même envoyé des photos, de Grace utilisant le service à thé, et de Steve lisant son livre, essayant clairement de montrer à Andrea, ce qu'elle avait gâché. Le texto suivant de Steve, incluait une photo de lui, jetant un regard noir à Jensen, à travers la table à manger, pendant que le mec, essayait d'expliquer pourquoi il ne mangeait pas de viande. Apparemment, Capitaine Spontanéité était aussi Capitaine Végan, ce qui est passé à peu près aussi bien qu'on pourrait s'y attendre, avec un pompier à la retraite, qui considérait qu'un repas était incomplet, sans au moins 2 types de protéines différentes. Le dernier texto de la nuit, venait encore d'Andrea. Je crois que j'ai peut-être fait une erreur. S'il te plaît, on peut se parler, après les fêtes? J'ai lu chaque message, j'ai commencé à taper des réponses à tous, j'ai tout effacé, puis, j'ai mis mon téléphone en mode avion. Elle avait fait son choix, et je n'avais pas l'intention, de l'aider à se sentir mieux par rapport à ça. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé vers 23 heures, un mardi. La voix tout éraillée, et désespérée, comme si elle pleurait depuis des heures. Sam, il faut que je te parle. Jensen. Jensen est parti. D'accord. C'est tout? Juste, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Andrea? Il a dit qu'il s'amusait juste pendant les fêtes, et qu'il ne voulait rien de sérieux. Il retourne à Chicago. Sa voix se brise. J'ai tout gâché entre nous, pour quelqu'un qui ne faisait que s'amuser. Ce qui ne surprend absolument personne, à part toi. S'il te plaît, ne sois pas cruel. Je m'effondre, ici, et tu es juste froid. À quoi t'attendais-tu? Tu as choisi le gars qui vit dans l'instant présent, plutôt que celui qui planifiait l'avenir. Il s'avère que, vivre dans l'instant présent, signifiait qu'il ne prévoyait pas de rester dans les parages.
Apparemment, Jensen avait été assez franc sur ses intentions, si elle avait pris la peine d'écouter. Le mec était en ville pour exactement 6 semaines, afin d'aider à lancer un concept de café éphémère, puis, il est retourné à sa vraie vie, à Chicago. Il n'a jamais eu l'intention de rester, ou de construire quoi que ce soit de permanent. Elle a continué à appeler, pendant des semaines, après ça. Elle a laissé des messages vocaux, qui devenaient de plus en plus désespérés, et pathétiques. Ses amis ont commencé à me contacter aussi, comme une sorte d'équipe d'intervention. D'abord, Jessica. Andrea traverse vraiment une période difficile, et tu lui manques tellement. Elle sait qu'elle a fait une énorme erreur, et elle en a tiré la leçon. Puis, Madison. Elle pleure tous les jours, depuis le nouvel an. Tu ne peux pas juste lui parler? Elle a vraiment besoin de tourner la page. Tu es tellement cruel, et déraisonnable. Pendant ce temps, Liam m'envoyait des captures d'écran, de ses publications Instagram, avec des commentaires du genre « Bon sang, quelqu'un a découvert la section des citations profondes, sur Pinterest. » Et, c'est bien la même meuf, qui disait que tu l'étouffais. Parce qu'elle avait l'air plutôt étouffée, par son propre drame, en ce moment. Ces réseaux sociaux sont devenus un festival de malaise, de citations tristes, sur le fait de réaliser ce qu'on avait, une fois que c'est parti, et de photos d'elle, ayant l'air toute pensive, dans des cafés. L'énergie classique de la fille qui cherche de l'attention, ce qui nous faisait mourir de rire, Liam et moi. Le meilleur, c'est que Liam a carrément commenté, l'une de ses publications de type « Je me sens perdu et seul dans ce vaste monde », en écrivant « Et c'est peut-être un GPS, et une application de rencontre. » J'ai failli m'étouffer avec ma boisson, quand j'ai vu ça. En mars, les appels ont finalement cessé. J'ai appris, par des amis communs, qu'elle était retournée vivre chez ses parents, et avait commencé une thérapie. Honnêtement, tant mieux pour elle. J'espère qu'elle a compris, ce qui était brisé à l'intérieur d'elle-même, et qui l'a poussée à faire exploser sa vie. Pendant ce temps, je me suis lancé à corps perdu, dans le fait de vivre réellement, au lieu de juste planifier ma vie. J'ai commencé à prendre des cours de photographie le week-end, ce qui m'a conduit à faire des voyages en solo à travers l'Ohio, en visitant des parcs nationaux, et de petites villes. J'ai commencé à aller à la salle de sport, plus souvent. Les cours de photographie se déroulaient dans ce collège communautaire, en centre-ville, et étaient donnés par un photographe de la vieille école, qui avait travaillé pour des journaux, à l'époque où c'était encore un vrai métier. J'ai appris à photographier en mode manuel, sur l'ancien Nikon de mon grand-père, qui prenait la poussière dans mon placard. J'ai commencé à documenter le processus de restauration de la Camaro, ce qui s'est transformé, en tout un portfolio, sur les muscles cars américaines, et la fierté de la classe ouvrière. J'ai même eu quelques tirages, sélectionnés pour une exposition d'art local. Le travail se passait très bien, aussi. Mes compétences en gestion de projet, qu'Andrea trouvait si étouffantes, me permettaient d'obtenir une promotion. Il s'avère qu'être organisé, et anticipé, étaient en fait des atouts précieux, dans le monde réel. La promotion s'est accompagnée d'une belle augmentation de salaire, et de mon propre bureau, avec de vraies fenêtres. J'ai commencé à diriger de plus gros projets, à coordonner des sous-traitants pour des développements commerciaux, et à gérer les plannings, pour des centres commerciaux entiers. Mais la vraie victoire, c'est que je me suis enfin décidé à faire quelque chose, dont j'avais envie depuis des années. J'ai acheté un Harley Sportster de 2018. L'engin était un peu amoché, mais avait une bonne base. J'ai passé mes week-ends dans le garage de Liam, à la démonter, et à la reconstruire, pièce par pièce. Tu sais comment on appelle une moto qui ne démarre pas, a dit Liam un samedi, pendant que je reconstruisais le carburateur. Un peu comme ma vie amoureuse, mais en plus bruyant. Liam, et ses blagues nulles. Il y a quelque chose de thérapeutique, dans le fait de travailler de ses mains, vous savez? De plus, à chaque fois que je faisais rugir ce moteur, j'avais l'impression de récupérer quelque chose, qu'Andrea avait essayé de m'enlever. La confiance d'être moi-même. J'ai commencé à sortir avec les gars, beaucoup plus souvent, aussi. Nous allions dans ce bar sportif en centre-ville, pour jouer au billard, et regarder la March Madness. Ça faisait du bien, d'être simplement entouré de gens, qui ne suranalysaient pas tout, ou ne décortiquaient pas ma personnalité, à la recherche de défauts. C'est là que j'ai rencontré Céleste, grâce à un groupe de randonnée, que j'avais rejoint. L'exact opposé d'Andrea, dans tous les domaines qui comptaient. Là où Andrea était impulsive et volage, Céleste était réfléchie et ancrée.
là où Andrea cherchait toujours la prochaine aventure, Céleste appréciait le fait de construire quelque chose de solide. Le plus important, c'est qu'elle aimait vraiment les aspects de moi, qu'Andrea trouvait étouffants. J'adore la façon dont tu te souviens des choses, m'a-t-elle dit, lorsque nous planifions notre 3e rendez-vous. Ça me donne l'impression que je compte vraiment pour toi. Céleste est le genre de personne qui a choisi une carrière basée sur le fait d'aider réellement les gens, au lieu de courir après un quelconque accomplissement créatif abstrait. Elle avait grandi dans une ferme, en banlieue de Columbus, savait comment réparer les choses quand elles cassaient, et comprenait la valeur du travail acharné et de la planification à l'avance. Cette fille pouvait faire une marche arrière avec un pick-up, changer un pneu, et préparer un repas qui ne sortait pas d'une boîte. En plus, elle trouvait la Harley géniale, et voulait apprendre à la conduire. Notre premier Noël ensemble. Elle était sincèrement enthousiaste à l'idée de bien faire les choses. Je veux rencontrer ta famille, et je veux que tu rencontres la mienne, a-t-elle dit, pendant que nous choisissions un sapin. Ma famille fait toujours tout à la dernière minute, et j'ai toujours voulu faire l'expérience de ce que c'est quand quelqu'un planifie vraiment les choses à l'avance. Tu es sûr? J'ai tendance à en faire des tonnes, avec la planification des fêtes. Elle a ri, et m'a embrassé. Promets-moi que tu le feras. Nous étions chez Target, en train d'acheter des décorations, quand mon téléphone a vibré. Un texto, provenant d'un numéro inconnu. Salut, c'est Andrea. Je sais que ça fait un moment, mais je voulais te contacter. Je vais beaucoup mieux maintenant, et j'espérais qu'on pourrait se parler. Peut-être prendre un café, et rattraper le temps perdu. J'ai montré le message à Céleste. Elle l'a lu, et a demandé, tu veux lui répondre? J'y ai réfléchi pendant exactement 2 secondes. Non. Je l'ai supprimé, et j'ai recommencé à hésiter, entre la guirlande argentée et la dorée. Bon choix, a dit Céleste. La dorée ira mieux avec ton canapé, de toute façon. Puis, il y a eu l'embuscade, lors de la fête de fin d'année. Notre ami commun, Jake, organise cette fête de Noël, chaque année chez lui. Céleste et moi arrivons élégamment en retard. Je me sens bien dans ma vie. Et puis, je la vois, de l'autre côté de la pièce. Andrea est debout, près du bol de punch, l'air plus petite que dans mes souvenirs, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes, comme si elle attendait un Uber. Céleste la repère immédiatement. C'est elle? Yep. Et elle a l'air, à peu près aussi perdue que je l'imaginais. Je suis en train de parler à Jake, de son nouveau travail, quand je sens quelqu'un s'approcher par derrière. Je me retourne, et voilà Andrea, avec ce sourire forcé, tenant son verre comme un bouclier. Sam, je ne savais pas que tu serais là, ce soir. Tu as l'air vraiment bien, en bonne santé. J'ai passé mon bras autour de la taille de Céleste. Salut, Andrea. Je te présente Céleste, ma petite amie. Céleste lui tend immédiatement la main, avec un sourire sincère. Céleste, je sais que Sam a mentionné que vous aviez un passé tous les deux. C'est un plaisir de te rencontrer. Je regarde Andrea, ignorer complètement la main tendue de Céleste, et la dévisager de haut en bas. C'est ça, Céleste? La façon dont elle le dit, donne l'impression qu'elle goûte quelque chose d'amer. J'ai beaucoup pensé à nous, dernièrement, dit Andrea, la voix devenant tendue, tout en continuant à faire comme si Céleste n'existait pas. À ce que nous avions ensemble, à tous ces projets, que nous faisions. C'était il y a longtemps, Andrea. Je suis passé à autre chose. Mais, ça ne te manque pas? La façon dont nous étions. La façon dont tu avais l'habitude de tout planifier pour nous. Elle me regarde directement, excluant complètement Céleste de la conversation, comme si elle était invisible. Céleste intervient, l'air clairement fier. Oh, Sam a été incroyable. Il travaille avec ma mère, pour perfectionner la recette de côte de bœuf de sa grand-mère, pour le dîner de Noël, et il a trouvé les cadeaux les plus incroyables, pour mes nièces et neveux. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait, pour retenir ce qu'ils aiment tous, mais c'est l'une des choses que j'adore chez lui. Le visage d'Andrea passe par environ 5 émotions différentes, la surprise, la colère, la jalousie, la rage, avant de se figer sur du pur venin. Comme c'est mignon pour toi, dit-elle à Céleste, avec cette fausse voix douce. C'est tellement facile d'apprécier quelqu'un, quand on n'a pas encore eu à subir son besoin obsessionnel de tout contrôler. Donne-lui du temps.
Pardon, dit Céleste, en faisant un pas en avant. S'il te plaît, dit Andrea, dont le sang-froid craque complètement, en se retournant vers moi. On peut juste parler en privé, sans elle? Non, les jeux interrompus. Passe une bonne soirée, Andrea. Tu ne peux pas être sérieux, là. Tu vas vraiment la choisir, elle, plutôt que ce que nous avions? Je l'ai déjà fait, il y a 13 mois, quand tu as pris la décision à ma place. Mais je sais maintenant, que j'ai fait une erreur. J'étais jeune, j'avais peur, et j'étais stupide. Sa voix devient plus forte, et plus désespérée, et les têtes commencent à se tourner. Tu ne peux pas juste me remplacer, par une fille au hasard. Alors que Céleste et moi commençons à marcher vers la sortie, je me retourne une dernière fois. La prochaine fois, que tu trouves quelqu'un qui planifie tout son Noël autour de toi, n'attends peut-être pas 3 jours avant, pour lui annoncer, qu'il est désinvité de sa propre demande en mariage. C'est là, qu'elle a complètement perdu les pédales. Tu es sérieux, là, hurle-t-elle, à travers la salle, assez fort pour faire taire toutes les conversations. Tu vas juste partir en marchant, après tout ce qu'on a vécu? Toute la fête devient d'un silence de mort. Céleste me serre la main, et nous continuons de marcher. Mais Andrea n'a pas fini de faire une scène. Elle ne te connaît même pas, comme moi je te connais. Ce n'est qu'une roue de secours, qui ne comprendra jamais ce que nous avions. Ses amis, Jessica et Madison, accourent de l'autre bout de la pièce, essayant de lui attraper les bras, et de la traîner vers la porte. Andrea, arrête. Tu fais une scène, siffle Jessica. Je m'en fous. Il fait une énorme erreur, et tout le monde ici le sait. Alors qu'elle la traîne physiquement vers la sortie, Madison nous lance un regard noir par-dessus son épaule, et dit assez fort, pour que la moitié de la salle puisse l'entendre, waouh, vraiment classe, samedi amener cette fille au hasard, juste pour blesser Andrea. Tu as vraiment baissé en gamme, au cas où personne ne te l'aurait dit. Céleste me serre la main, alors que nous marchons vers mon pick-up. Eh bien, c'était plus dramatique, que ce à quoi je m'attendais. Pour moi, ou pour elle? Définitivement pour elle. Elle avait l'air de regarder tout son avenir, s'éloigner en marchant. C'était peut-être le cas, mais ce n'est plus mon problème. Le reste de la fête a été super, une fois le drame dissipé. Nous avons fait des projets pour le nouvel an, parlé de destinations de vacances, et j'ai juste apprécié d'être avec quelqu'un, qui voulait vraiment être là. Avance rapide jusqu'à l'été, et la vie était honnêtement meilleure, que tout ce que j'aurais pu imaginer. La restauration de la Harley était terminée. Liam et moi, avions transformé ce Sportster esquinté, en quelque chose qui avait sa place dans un magazine. Chaque samedi, nous roulions à travers l'Ohio, nous arrêtant dans de petites villes et des bars miteux, profitant simplement de la liberté. Tu sais ce qui est drôle, a dit Liam un week-end, alors que nous déjeunions dans une ville, dont je ne peux même pas prononcer le nom. Il y a un an, tu planifiais le dîner de Noël avec la folle, et maintenant, tu es là, à vivre comme dans une chanson de Springsteen. L'évolution du personnage, frérot. Céleste avait emménagé chez moi, vers avril, et ça s'est fait tout naturellement. La fille savait cuisiner, comme si elle était allée dans une école de gastronomie. Elle voulait même venir à la salle de sport avec moi. Et voici la partie la plus folle. Elle ne s'est jamais plainte, quand je disparaissais pour travailler sur la moto, ou pour traîner avec les gars. Elle souriait simplement, et disait, « Amuse-toi bien, bébé. » Puis, elle publiait une jolie story, disant qu'elle adorait me regarder dans mon élément. Son Instagram était fondamentalement un sanctuaire dédié à notre relation, mais dans le bon sens du terme. Des photos de nous en randonnée, de moi travaillant sur la Harley, de nous en train de cuisiner ensemble, le week-end. Elle les légendait avec des phrases comme « Regardez cet homme poursuivre ses passions, me fait tomber amoureuse, encore et encore ». Et ses amis commentaient, à quel point elle avait de la chance, d'avoir trouvé quelqu'un, qui avait sa vie en main. C'est là, que les choses sont redevenues bizarres. Il s'est avéré, qu'Andrea traquait nos réseaux sociaux, depuis des faux comptes, depuis des mois. Céleste a commencé à recevoir des messages étranges, de profils aléatoires sans photo, rien de directement menaçant, juste des trucs passifs-agressifs comme « profitant, tant que ça dure ». Ou encore, certaines personnes volent simplement le bonheur des autres, au lieu de trouver le leur. Ces faux comptes étaient un travail d'amateur, manifestement créé, juste pour nous espionner. Un compte a envoyé un message à Céleste,
faisant semblant de s'inquiéter de mon passé, par rapport à mes problèmes d'engagement, et lui suggérant de demander à Sam ce qui s'est réellement passé avec son ex. Céleste a pris des captures d'écran de tout, et me les a montrées, en riant du côté pathétique de toute cette affaire. Ensuite, Andrea est passée à la folie du monde réel. Elle a commencé à se pointer à mon travail, restant juste debout dans le parking, à fixer le bâtiment, comme une sorte de protagoniste de comédie romantique rejetée. La sécurité a dû l'escorter, hors de la propriété de l'entreprise, à 2 reprises. Elle a appelé mes collègues, leur demandant de me raisonner, sur le fait que je faisais une énorme erreur. Notre immeuble de bureau a des caméras de sécurité partout. Nous avions donc des images d'elle, assise dans sa voiture pendant des heures, à juste surveiller l'entrée. La sécurité de l'immeuble a commencé à reconnaître son véhicule, et m'appelait à chaque fois qu'elle se pointait. Mon patron m'a demandé si j'avais besoin de prendre des jours de congé pour gérer une situation personnelle, ce qui était incroyablement embarrassant. Me voilà, en train d'essayer de maintenir une réputation professionnelle, pendant que mon ex-folle alliée transforme mon lieu de travail en son quartier général de surveillance. Elle a même essayé d'appeler Liam. Mec, ton ex-psychopathe, m'a appelé hier soir. M'a-t-il dit, pendant que nous travaillions sur sa voiture. Elle voulait que je te convainque que Céleste n'est pas faite pour toi, et que tu prends une terrible décision. Je lui ai dit que la seule terrible décision, c'était de se pointer à ton travail, comme une sorte de harceleuse de bas étage. Qu'est-ce qu'elle a dit, exactement? Oh, les trucs de fou habituels. Que Céleste ne te connaît pas vraiment. Que tu ne fais que te consoler avec elle. Que tu réaliseras ton erreur, quand la lune de miel sera finie. Il sourit de toutes ses dents. Alors, je lui ai dit qu'au moins, Céleste n'a pas besoin d'une ordonnance d'éloignement pour comprendre la notion de limite. La goutte d'eau a fait déborder le vase quand elle a commencé à harceler Céleste en ligne. Elle est revenue avec ses faux comptes Instagram pour laisser des commentaires sur nos photos de fiançailles, traitant Céleste de bouche-trou et de roue de secours. Ces petits sbires, Jessica et Madison, se sont jointes à elle, commentant nos photos avec des émojis qui pleurent et des messages du style « ça ne durera pas », comme une bande de collégiennes. Puis, elle a commencé à laisser des cadeaux sur mon Porsche. C'était pathétique. Des roses blanches, avec des mots comme « en me souvenant de ce que nous avions » et « certains amours ne meurent jamais ». Céleste commençait vraiment à flipper, et honnêtement, moi aussi. Il était temps de faire appel à un avocat. J'ai obtenu une ordonnance d'éloignement, qui lui interdisait de s'approcher à moins de 500 pieds de moi, de Céleste, de ma maison, de mon travail, et de tout endroit où nous serions raisonnablement censés nous trouver. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais tort. Un vendredi soir, fin février 2024, nous sommes tous chez moi. Moi, Céleste, et Liam, en train de faire un tournoi épique de Mario Kart. Céleste est en train de nous massacrer, et de nous charrier, comme si elle était née pour le jeu vidéo de compétition. C'est à ce moment-là, que nous entendons tambouriner à ma porte d'entrée. Sam, je sais que tu es là. Andrea, complètement ivre, à en juger par le son de sa voix. Céleste n'est pas mieux que moi. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. J'attrape mon téléphone, pour appeler la police, quand Liam s'empare de mon interphone. Attends. Laisse-moi gérer ça. J'attends ce moment depuis si longtemps. Il allume l'interphone. Yo, Andrea, c'est Liam. Tu te souviens de moi? Le meilleur ami de ton ex, qui l'a mis en garde contre toi, dès le premier jour. Liam, fais sortir Sam d'ici, tout de suite. Non, Sam est trop occupé à être heureux. Mais bon, merci de prouver ce que je disais, sur le fait que tu sois complètement dérangé. Je ne partirai pas, tant qu'il ne m'aura pas parlé. Cool. Eh bien, les flics devraient être là, dans environ 5 minutes, alors tu ferais bien de travailler ton cardio, à moins que les combinaisons oranges ne soient ton truc. Céleste filme tout l'échange avec son téléphone, en partie pour avoir des preuves, et en partie parce que la séance de cassage de Liam est absolument légendaire. Oh, et Andrea, continue Liam, s'amusant clairement. La prochaine fois que tu veux appeler quelqu'un en étant sous la minuit, essaie plutôt de commander une pizza. Au moins, comme ça, il y aura quelqu'un qui aura vraiment envie de se faire livrer à ton adresse. Le temps que la police n'arrive, elle était assise sur les marches de mon Porsche, sanglotant,
et marmonnant de manière incohérente, qu'elle voulait juste parler, et tout expliquer. Ils l'ont arrêtée, pour violation de l'ordonnance d'éloignement, ivresse sur la voie publique, et trouble à l'ordre public. Alors qu'il l'embarque dans la voiture de patrouille, elle hurle que Céleste lui a volé sa vie, et que j'étais différent avant. Les voisins sont tous dehors, regardant ce désastre se dérouler, comme s'il s'agissait d'un spectacle théâtral. Liam nous regarde, pendant que la voiture de police s'éloigne, et dit « Eh bien, c'était bruyant. Quelqu'un veut de la pizza. » Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, après cette nuit-là. J'ai entendu dire, par le bouche à oreille, qu'elle avait déménagé à Portland, et avait pris un nouveau départ, ailleurs. J'espère qu'elle a compris, ce qui était cassé à l'intérieur d'elle, et qui lui a fait croire, que détruire le bonheur de quelqu'un d'autre, réglerait ses propres problèmes. Céleste et moi, allons nous marier cet été. J'ai déjà fait ma demande, avec la même bague, que j'avais achetée pour Andrea, mais cette fois, c'est pour quelqu'un qui la mérite vraiment. Liam est mon témoin, et son discours inclura probablement un cassage en règle de 5 minutes, sur mon goût discutable en matière d'ex-petites amies, ce qui fera mourir de rire, tout le mariage. Ma Harley restaurée, sera notre véhicule de fuite. Céleste dans sa robe de mariée, à l'arrière d'une moto avec moi, sera probablement le moment le plus cool de mon existence. Parfois, la meilleure vengeance, n'est pas du tout de se venger. C'est simplement de bien vivre, et de trouver quelqu'un, qui apprécie les mêmes choses chez vous.